Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, on va parler de la police nationale. Ça fait maintenant 3 ans que je suis plus dans la police et je sais que ça avait suscité beaucoup de questions, beaucoup de curiosité par rapport à mon parcours déjà et par rapport au parcours et au métier de policier d'une manière plus générale. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je reviens vous en parler avec plus de maturité, plus de recul et je pense que c'est mieux pour aborder le sujet. J'ai fait un truc tout simple, c'est que sur Instagram, je vous ai demandé de me poser un maximum de questions, donc je vais récupérer vos questions et on va répondre une à toutes les questions point par point. Enfin bref, trêve de racontage de life. Première question. Alors à la base, j'étais en droit. J'étais étudiant en droit à la fac de Cergy-Pontoise, j'étais en L1. À la base, c'était pas forcément dans mes projets et un jour, il y a eu un forum des métiers à la fac où il y a 2 gardiens de la paix qui sont venus nous expliquer le métier. J'y vais par curiosité, mais vraiment parce que je crois que j'avais un pote qui voulait y aller. Donc j'assiste même pas à toute la conférence, hein, j'assiste à même pas 20-30 minutes. Et je vous avoue que 20-30 minutes, ça m'a convaincu. Je suis quelqu'un qui aime faire du sport, qui aime l'action, qui aime quand ça bouge, qui n'aime pas m'ennuyer, qui n'aime pas la routine. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Donc après ça, j'ai validé mon S1, je me suis inscrit au concours et j'ai quitté la fac. Donc la base, c'est ça. Mais après, sur mes motivations personnelles, tu rentres pas dans la police pour l'argent, faut le savoir. Tu rentres pas pour l'argent, c'est pas un métier où tu brasses des millions, mais tu rentres par kiff, par passion. Ça dépasse le travail, c'est trouver un sens à sa vie. Et quand tu as un métier qui te donne un rôle social, où tu aides les gens, où tu fais quelque chose, euh, bah ça donne du sens à ta vie. Et moi, j'avais besoin de sens. Est-ce que le concours est difficile? Non, le concours n'est pas difficile. Au début, vous avez les épreuves d'admissibilité. Les épreuves d'admissibilité, c'est les écrits. Vous vous inscrivez en ligne. La page est toujours mise à jour. C'est s'engager.fr, il me semble. En termes de conditions d'inscription, il faut avoir le bac, il faut avoir 18 ans, il faut avoir fait sa journée d'appel, casier judiciaire vierge, 2-3 documents à fournir et basta. C'est une étude de texte. Vous avez une situation, vous ne devez pas dépasser 15 pages, vous devez faire un développement, un texte, quelque chose de très simple. Intro, développement, vous faites le développement, vous le décortiquez comme vous voulez en fonction du problème, vous l'adaptez, et une conclusion. Ensuite, il y a un QCM sur des questions d'actualité, actualité, politique, institutions françaises. Vous pouvez vous mettre à jour avec des bouquins de préparation. Vous avez une petite épreuve de langue, c'est pas un énorme coefficient. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'êtes pas bilingue dans d'autres langues, choisissez l'anglais. Et ensuite, vous avez les tests psychotechniques. Les tests psychotechniques, c'est des tests de logique. C'est de la logique et ça, c'est des tests que vous trouvez dans tous les concours de la fonction publique. Ensuite, vous avez la deuxième phase d'épreuve. La deuxième phase d'épreuve, c'est le côté sportif. Vous avez 2 épreuves. La première épreuve, c'est un test d'enduro cardio-respiratoire, TECR. C'est l'épreuve du Luc Léger. On vous met 2 lignes et vous devez courir. En gros, c'est pour tester votre vitesse maximale aérobie. C'est clairement un test de cardio. Donc, c'est le Luc Léger. Vous avez des entraînements. Vous pouvez les trouver partout en ligne. Le Luc Léger, c'est l'épreuve qui est utilisée à l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans tous les corps de recrutement pour tester votre endurance respiratoire. Et la deuxième épreuve, c'est une épreuve d'obstacle. Courir, passer sous un obstacle, sauter d'une haie, et tout ça, chronométré, vous devez le faire dans un laps de temps le plus court possible, le plus vite possible. C'est un jeu de points. Si vous êtes plus à l'aise en sport et moins en écrit, vous pourrez toujours compenser. La seule chose à savoir, c'est il me semble que pour toutes les épreuves, la note éliminatoire, c'est 7 sur 20. Donc si vous avez en dessous de 7 sur 20, vous passez pas. Une fois que vous avez terminé ces épreuves, vous passez à l'admission. C'est un entretien avec le jury. Et c'est ce jury-là qui va trancher si vous passez ou si vous passez pas. L'entretien avec le jury, c'est là où la plupart des gens échouent parce que on va essayer de vous déstabiliser. Après, c'est normal, hein. À tous les orons, on cherchera à vous déstabiliser. Donc on va prendre en compte vos résultats, votre profil psychologique, parce que vous avez un entretien psychologue entre-temps, j'ai oublié de vous dire. C'est une enquête de moralité, c'est pour savoir si vous n'avez pas de gros soucis avec la justice, si vous n'avez pas fait de dinguerie, si psychologiquement vous êtes équilibré. On risque de vous poser aussi des questions de cas pratiques pour connaître votre niveau d'engagement, vos volontés réelles et votre intégrité. On va vous poser des cas pratiques, donc on va vous poser des situations irréelles et on va vous dire voilà comment vous allez agir dans ce cas-là. Vous saurez si vous êtes admis ou pas. Et puis, vous aurez juste à attendre votre rentrée scolaire. Vous attendez votre rentrée et vous êtes affecté dans une école de police indépendamment de votre lieu de résidence. Moi, j'habite à Paris, j'ai été affecté à l'école de police de Nîmes et j'ai fait 10 mois là-bas. Je connais des gens, ils étaient à l'école de Périgueux alors qu'ils venaient de Marseille. Gardez une activité sous le coude parce que vous ne savez pas quand vous allez être affecté. Vous ne savez pas quand vous rentrez. Moi, j'ai attendu 3-4 mois et je suis rentré. Il y a des gens qui ont attendu 1 an, il y a des gens qui sont rentrés 2 semaines après leur réponse. Question posée par une personne qui vit en Belgique. Quelle est la différence entre gardien de la paix et policier? C'est la même chose. Policier, c'est une personne qui travaille dans la police. Gardien de la paix, c'est un grade. Donc si je vous fais l'échelle des grades,
vous avez ADS, PA, policier adjoint ou ADS, je ne sais pas comment ça se dit maintenant, l'un des deux. C'est des contrats préfectoraux qui durent 3 mois, renouvelables plusieurs fois. Le concours est plus accessible. Généralement, tu as beaucoup de gardiens de la paix qui sont rentrés par la voie ADS ou PA pour passer le concours gardien de la paix en interne et ensuite progresser. Ensuite, vous avez le concours gardien de la paix que j'ai passé, concours niveau bac, et vous montez les grades à l'ancienneté ou aux examens. Donc au-dessus de gardien de la paix, vous avez sous-brigadier, brigadier, brigadier-chef, major. Ensuite, vous avez le corps des lieutenants, concours qui sont accessibles soit en interne, au bout de 4 ans d'ancienneté ou 5 ans, soit en externe avec un niveau bac plus 3. Donc le corps des lieutenants, vous avez lieutenant, capitaine, commandant. Et ensuite, vous avez le corps de conception et de direction, commissaire, commissaire divisionnaire, directeur, préfet, etc. Commissaire, commissaire divisionnaire, directeur, etc. Gardien de la paix, du coup, c'est un grade. Mais un gardien de la paix est un policier, mais un policier n'est pas forcément un gardien de la paix. Tu n'es pas déçu de ne plus faire partie de la police nationale? Non, je suis pas déçu. Je pense que je me sentais plus à mon aise là-bas. Je me sentais plus à mon aise là-bas, j'avais besoin d'autre chose. Euh, C'était incroyable quand je suis rentré dedans. Et plus les années avançaient, moins je me suis senti à ma place. Après, avec du recul, c'est pas propre à la police. Et en fait, il aurait pu m'arriver la même chose sur d'autres fonctions, dans d'autres métiers. Le format de travail me plaisait plus parce que moi, j'avais besoin de m'épanouir dans d'autres domaines. Mais si j'avais travaillé à Zara, si j'avais travaillé à La Poste, si j'avais fait steward, j'aurais peut-être pu avoir le même schéma professionnel. Donc je suis pas déçu et je pense être parti au bon moment. Aujourd'hui, je suis épanoui dans ma vie, je suis pas plus malheureux. C'est vrai que les mois qui ont suivi, quand j'ai quitté la police, les mois qui ont suivi, les premiers mois étaient un petit peu compliqués parce que tu perds un petit peu ton identité sociale, tu perds un petit peu ton rôle, tu perds ton uniforme, tu perds ta carte. Tu te dis, mais je sers à quoi? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie maintenant? C'est un petit peu ce truc-là qui arrive au début et puis après tu rebondis. Tu rebondis et sans regret pour moi. Et surtout que j'ai vu la chose arriver. J'ai eu des convocations à l'IGPN, ça a commencé à tourner un petit peu au vinaigre avec ma hiérarchie. J'ai vite compris que j'allais sauter, c'était pas compatible à l'époque. Le salaire moyen, c'est 2000 euros. Vous avez deux concours. Vous avez le concours national et Île-de-France. En national, c'est 1800, je crois, ou 1700. Et à Paris, c'est 1009, mais au final, avec les primes, etc., c'est arrondi à 2000 euros. Est-ce que c'est compliqué de concilier vie de policier et vie de famille? Bah, je sais pas. Je sais pas, parce que quand j'étais policier, j'étais célibataire. Donc, même là, j'ai toujours pas d'enfant. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que la direction où il y a le plus de divorces, c'est les CRS. Mais en gros, ça veut dire un truc, c'est que c'est pas forcément le problème, vient pas forcément de la direction en soi. C'est que le problème vient du fait que si tu es trop absent pour ta famille, si tu es trop dans ce cocon où tu vis qu'avec tes collègues, forcément ça va péter. Et je sais qu'il y a des directions où il y a un fort taux de divorce. C'est parce qu'ils n'ont pas cette coupure. C'est parce qu'ils sont trop investis moralement, psychologiquement et même en termes de temps physiquement dans leur boulot qu'il reste plus rien après pour leur famille. Donc le problème, c'est pas le travail en soi. Parce que le travail en soi, il est dur, mais il est surmontable. Le problème, le temps que tu mets et c'est l'investissement que tu mets dans ton boulot. Il faut juste avoir la règle de l'équilibre. L'exercice physique à l'école de police et au concours, je trouve que c'est très propre, c'est très correct. Les entraînements, quand tu rentres en école de police, tu es obligé de progresser. Tu prends le point A en septembre et tu prends le point B au mois de juin, tu auras forcément fait des progrès de ouf. Le problème, il ne se pose pas sur le niveau de la formation, il se pose sur le après. Nous, on bossait souvent avec les SP, les pompiers. Donc quand tu arrives les SP, ça veut dire sapeur-pompier. Quand tu arrives sur une intervention et que tu vois l'équipe de 3 policiers et l'équipe de 3 SP, physiquement déjà, tu comprends, tu sais qui s'entraîne 2 fois par jour et qui s'entraîne 2 fois par an. Et il y a un cruel manque d'entraînement une fois que tu es sorti d'école. Le problème, c'est ça. C'est que quand tu auras des séances de tir ou des séances d'entraînement annuelles, oh, j'ai mal au dos, oh, je suis fatigué, oh, je vais poser un ticket, je vais me mettre en arrêt. C'est pas normal. Tu es dans un métier où tu viens en aide aux gens, où tu as besoin d'être là, de tenir la route physiquement. Tu peux pas te permettre de t'entraîner 2 fois par an et de te laisser aller. Pourquoi les pompiers et les militaires et les gendarmes aussi, pourquoi ils sont super entraînés, ils sont là, et la police, c'est une fois de temps en temps et encore on esquive la séance. C'est un des trucs qui me dérangeait beaucoup, parce que ça se ressent. En fait, quand tu as 90% de la brigade qui ne fait pas de sport et qui n'est pas entretenue physiquement,
dans les interventions, je t'assure que tu le ressens. Parce que quand tu pars sur des interventions chaudes, tu confies ta vie à ton équipage. Généralement, vous êtes 3 ou 2 ou 4, mais la plupart du temps, vous êtes 3. Toi, tu comptes sur tes 2 coéquipiers. Ta vie est entre leurs mains. Donc, s'ils ne sont pas capables de faire le taf, d'assurer le boulot, d'assurer une liaison radio, d'être réactif, d'être présent physiquement, d'être présent verbalement, d'être là au sens propre, bah, ça craint pour ta vie, c'est tout. Les avantages et inconvénients du métier. On va commencer par les avantages. Les avantages, c'est que tu peux choisir ta direction, comme je vous disais, et tu as des directions où tu bosses en hebdo. Tu fais lundi, vendredi, tu fais 9h-17h. Mais si ça ne te convient pas, tu peux bosser en décalé. Généralement en brigade, tu fais. Moi, j'étais en 4-2 par exemple. 4 jours de taf, 2 jours de repos. Tu es décalé, mais il y a des gens, ça leur convient. Ça te permet de faire tes courses les jours où c'est vide, où c'est creux. Ça te permet aussi d'avoir des horaires plus accessibles par rapport aux bouchons. Par exemple, moi, je faisais un 4-2 du matin et un 4-2 du soir. Le matin, mes horaires, c'était 6h30, 14h30. Et le soir, 14h30, 22h30. Quand tu prends la route à 4-5 heures et que tu rentres à 14h, généralement, les bouchons, ça va. Il y a des gens, en 20 ans de carrière, ils ont fait 10, 12 services différents. Ils ont changé de direction, ils ont changé de lieu géographique. Tu peux demander une mutation, tu peux demander une permute. Tu as une grosse mobilité. Et ça m'a... Moi, s'il y a une chose que je regrette rien, mais s'il y a une chose que j'aurais dû comprendre plus tôt, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Mais si ça allait pas dans mon service, j'aurais peut-être dû commencer par essayer de changer de service. Les inconvénients, c'est que les heures sup, vous n'êtes pas payé en heures sup. Et surtout, vous ne pouvez pas quitter. Si par exemple, vous avez prévu de quitter normalement votre service, vous le finissez à 22h30. Vous avez un événement familial à 23h. Si vous êtes sur une intervention et qu'on doit faire la bascule, la relève avec l'équipe de nuit, vous ne pourrez pas finir plus tôt. Si vous êtes sur des interventions un petit peu difficiles ou des gros accidents ou des constatations de cambriolage, par exemple, vous êtes obligé de rester sur place parce que vous êtes primo-intervenant et vous avez constaté l'infraction au début. Vous ne pouvez pas déléguer directement. Il y a une procédure, vous devez quand même assurer un minimum la procédure quand vous rentrez, etc. Quand vous rentrez au commissariat et même sur place. Donc, parfois, vos plans après travail tomberont à l'eau. Ça fait partie du travail. Et autre inconvénient, parce que j'ai été concerné directement, j'en ai fait les frais au début, c'est qu'il y a un engagement. Il y a un engagement et j'ai beaucoup de collègues policiers avec qui je suis rentré en promo qui en ont marre et qui m'ont dit « Moi, je ne peux pas quitter parce que tu as un engagement de 5 ans en concours national et un engagement de 8 ans en concours Île-de-France-Paris. » Donc, si jamais au bout de 4 ans, tu es en burn-out complet, tu te rends compte que ça ne se passe pas bien dans ton taf, tu peux pas dire je pose une démission ou je fais une lettre à l'amiable ou quoi. Impossible. Tu dois honorer ton contrat, tu dois être statutaire, donc faire tes 8 ans par exemple, qui était le cas pour moi en Île-de-France. Moi j'ai été révoqué, donc c'est une autre situation, j'ai été viré. Mais si tu veux quitter comme ça, tu peux pas. Sauf si tu veux partir avant la date de la position statutaire de ton contrat, tu dois payer. Tu dois payer en fait parce que tu rembourses les frais de scolarité de l'école de police. Parce que oui, à l'école de police, tu es rémunéré. Tu es payé 1300 € par mois quand tu rentres en école de police. Et quand tu finis ton stage et que tu arrives gardien de la paix, tu passes à 1009. Donc tu es payé pendant ta formation. L'État te paye ta formation, l'État t'a rémunéré. Donc si tu n'as pas honoré ta part du contrat en termes d'années, si tu veux partir avant, tu vas devoir rembourser au prorata ce que l'État t'a versé. Donc si par exemple ton engagement c'est 8 ans et que tu veux partir au bout de 3 ans, tu vas alors devoir 11 300 € par exemple. J'ai plus de stockage, là je vais même pas pouvoir finir la vidéo. J'ai dû couper et faire une partie 2 parce que j'avais plus d'espace de stockage, donc j'ai libéré un petit peu d'espace. Donc on continue sur les questions. Est-ce que j'ai quitté mon taf en bon terme? Non. Mais pour être très honnête avec vous, je ne vais pas forcément m'éterniser sur la partie visible de l'iceberg parce que c'est la partie que vous connaissez tous, la télé-réalité, les TikTok, TPMP, tout ça. Je vais vous dire aussi ce que j'en pense maintenant et ce que j'en ai pensé sur le coup. Ça commence en 2019. En 2019, ça fait à peu près 3 ans que je suis policier. Je commence clairement à en avoir marre. Je commence à voir beaucoup de personnes autour de moi qui gagnent beaucoup plus d'argent, qui sont plus épanouies dans leur travail. Je commence à voir aussi certaines choses qui me déplaisent au boulot, clairement. Et je commence à être saoulé et je me rends compte que j'ai peut-être d'autres capacités pour faire d'autres choses ailleurs. Un jour, je fais un accident de moto hors service, je me blesse. Je reviens au boulot plus tôt que prévu, alors que j'avais des entorses partout. Et à cette époque-là encore, j'aimais encore tellement mon taf que
c'était inconcevable de prendre trop de temps de repos. Donc je suis vite revenu au boulot. Il y a sûrement des gens qui vont comprendre le syndrome de quand t'aimes trop ton taf, même tes propres droits, même tes propres droits, tu n'oses même pas forcément les prendre. Donc je reviens au boulot. Je leur dis voilà, je suis blessé, mettez-moi sur un poste tranquille pour l'instant, et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Sachant qu'entre-temps, je vois mon gestionnaire, on se voit hors service, parce qu'on se voyait souvent à l'époque avec la brigade pour boire un verre, on allait au resto, on restait très souvent ensemble, on sortait souvent ensemble. Il me dit ouais, ça m'emmerde un petit peu pour l'organisation des plannings, j'ai besoin que tu reviennes vite. Je lui dis ok, je reviens, je sais plus, lundi, c'était un lundi je crois, ou un dimanche. Donc le lundi, je reviens au service, on est sur une intervention au Bois de Boulogne, je suis avec 2 coéquipières. Généralement, un équipage, il est constitué de 3 personnes. Vous avez le chef de bord qui est assis côté passager, c'est lui qui est le plus ancien généralement, qui dirige les missions. Le second, en termes d'ancienneté, il est conducteur, il est chauffeur. Et vous avez l'équipier qui est assis derrière. Dans le jargon, on dit vulgairement le sac de sable, mais on dit un équipier. On interpelle un mec, ça part un petit peu en vrille, il est alcoolisé, il s'est garé dans le Bois de Boulogne pour aller se soulager avec des personnes qui travaillaient là-bas. Il est garé n'importe comment au milieu de la route, moi gentil comme je suis, et c'est zéro blague, hein, j'étais vraiment gentil comme ça. Je lui dis écoute, je te fais une fleur, parce que j'aimais pas les gens qui sont pas foncièrement méchants, je préfère leur laisser des chances. Bref, je suis pas la justice. Mon travail à la base, c'est pas la justice, c'était d'être policier. Donc je suis personne pour être méchant et mauvais avec les gens et prendre. Enfin bref, vous avez compris la logique. Donc je lui dis, donne-moi les clés, je te garde ton véhicule, je te rends les clés. Par contre, je le garde régulièrement, mais par contre, tu prends un Uber. Oui, vous allez me dire, oui, tu tutoies. Alors, je suis jeune, je suis policier, j'ai 24 ans. Donc oui, je tutoie les gens quand je le sens. J'aurais pas tutoyé une personne de 70 ans, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Le tutoiement, parce que des fois, on va me dire, oui, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire preuve de discernement dans la police. Sur papier, t'as pas le droit de tutoyer les gens. Mais dans les faits, et c'est ça en fait que je trouve parfois ridicule dans les reportages, on voit qu'ils font clairement semblant de vous voyer les gens à la caméra, alors qu'on sait très bien que dès que la caméra disparaît, ils ne leur parlent pas comme ça. Bref, moi je tutoie les gens quand je sens que ça m'apporte quelque chose, quand je sens que ça me rapproche de la personne, que ça rend le truc plus cool. Les gens qui étaient plus ou moins jeunes, je les tutoyais, et généralement ça crée un contact. Faut doser, faut s'adapter en fonction du type de profil que tu as en face. Parenthèse fermée, je lui garde son véhicule, je lui dis par contre tu prends Uber, tu es alcoolisé et tu rentres chez toi. Je fais le tour, 15 minutes plus tard, je reviens et je vois que son véhicule, il l'a repris. Là, il se fout de moi. Donc, je vais le récupérer. Je suis obligé de rendre compte. Donc, je passe message radio. On l'a vu faire le tour, on l'a vu se garer. Et manque de peau, il l'a fait devant nous. Et voilà, c'était ça l'histoire. Donc, on fait le test. On fait les tests salivaires, test alcoolémie, etc. Positif à tout. Mais quand je vous dis à tout, vraiment à tout. Je sais pas, il a fait quoi dans sa soirée, mais il a vraiment touché à tout. Il doit être 6-7 heures du matin et le gars veut s'extraire, veut se soustraire. On lui dit gentiment, il n'est pas menotté à la base. Il veut pas nous suivre. Il se débat, il tire. Et là, dans ces moments-là, tu es obligé de faire usage de la force. Il y a écrit police sur le truc. Il n'y a pas écrit Danone, donc il faut agir en conséquence. Donc moi, je tire, je force un petit peu, il veut pas. C'est super dur à gérer. Et des fois, je vois des vidéos qui circulent sur le net et tout, et moi je jauge. Je suis d'aucun côté, je suis juste du côté des gens justes et des situations justes. Mais quand on voit 3-4 policiers qui interpellent quelqu'un, et je vois toujours dans les commentaires, ah, ils se mettent à 4 sur lui. Mais bien sûr qu'ils se mettent à 4 sur lui. En fait, vous n'avez pas conscience à quel point c'est dur de maîtriser et d'interpeller quelqu'un. Et interpeller quelqu'un, à la base, le but, c'est de faire le moins mal possible. C'est pas de la bagarre, le but, c'est de le ramener. C'est de l'immobiliser, c'est de neutraliser la personne. C'est pas de la bagarre. Le but, c'est pas de fracasser les gens. Donc, forcément, à 4, tu peux menotter quelqu'un, tu peux immobiliser ses bras, tu peux le menotter. C'est plus simple. C'est mieux pour la sécurité de la personne et pour ta sécurité. Mais quand tu es tout seul, tu peux pas attraper un mec et lui dire bon, allez, mon gars, je vais te mettre les mains dans le dos, je vais te mettre les menottes. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Ça part en pain. Ça part en pain, sauf que moi, je reviens de blessure. J'ai une entorse au genou droit. Le renfort met du temps à arriver. Donc, je pars avec lui, ça part au fight. Je descends au sol avec lui et je me refracasse le genou sur le trottoir en tombant dessus. Je l'ai bien amoché, mais il m'a bien amoché aussi. Donc là, je reviens au service. Là, je vais voir mon gestionnaire. Je lui dis, là, je suis revenu un peu plus tôt pour toi. Mais là, avec mon genou, ça va être compliqué. Je lui ai dit, par contre, je te préviens, le cycle prochain, je ne serai pas là. Je suis obligé d'aller voir le médecin, je suis obligé de me mettre en arrêt. C'est ingérable le genou.
Et c'était vraiment insoutenable. Au lieu d'être humain, il me dit oh, tu fais chier. Je sais pas pourquoi je l'imite comme ça parce qu'il parlait comme ça. Oh, tu fais chier. Moi, comment je fais pour me faire vivre? Comment je m'organise? Nanana et tout, je sais pas quoi. Et là, déclic dans ma tête. Ça faisait plusieurs fois qu'il y avait des trucs, mais en fait, c'est un choix. Il y a des moments où tu décides de relever, il y a des moments où tu décides pas de relever. Faut juste avoir, c'est juste le moment où tu as ton déclic ou tu l'as pas. Et à ce moment-là, je l'ai. Je me dis, attends. Moi, je suis dévoué pour ce travail. Hein, pour 1009, tous les jours, je viens en avance. Je pars après l'heure. Je loupe pas mes jours. Je prends pas d'arrêt. Je viens même quand je suis blessé. Je suis investi. Je me tue dans ce taf. Et j'aime ce taf. Pour ce manque de reconnaissance-là. Mais au diable ce taf. Donc là, je repars en arrêt. Et il y a un truc qui est ouf, c'est que quand tu te coupes physiquement d'un milieu, c'est là que tu réfléchis. Quand tu es tout le temps dans un milieu, tu réfléchis pas plus que ça. Parce que tu es dans ta routine, dans ton quotidien. Mais en fait, quand tu coupes, tu prends du recul. Et là, je prends du recul. Et on avait un groupe WhatsApp avec la brigade. Et là, je vois les messages qui sont partagés. Je vois certains mots qui me déplaisent. Pour ça, j'ai pas parlé de racisme pour rien. C'était pas ma carte blanche, comme beaucoup l'ont dit. C'était pas mon issue de secours. Je parle de choses que je connais. Et personne ne m'a contredit. On m'a pas contredit. Par contre, on m'a dit, t'aurais peut-être pas dû le dire. Là, je parle au nom de Zoubir en 2020. Là, en 2020, je réfléchissais comme ça. Je me rends compte que si je veux évoluer, il faudra que je passe les concours en interne. Le taux de sélection pour monter en officier, en lieutenant, il est juste minime. Et je me dis que si jamais j'ai envie de progresser, je vais passer un concours et je vais gagner 200 € de plus sur ma fiche de paye en 10 ans. Et c'est pas ce que je voulais. Je sais pas, je suis intéressé par le mannequinat, pour être modèle, mannequin. Et je m'inscris à Mister France. Sauf qu'à ce moment-là, je suis encore en arrêt. Et je suis pas en train de légitimer ce que j'ai fait. Je sais que c'était pas bien, je sais que c'était pas bon de le faire. Mais moi, à ce moment-là, je pense à moi, je pense à manger, je pense à ma suite à moi. Je suis aussi contacté pour faire des castings de télé-réalité. Et entre-temps, j'ouvre un compte TikTok et je poste des vidéos en tenue de policier. Parce que j'en ai fait une, deux, trois qui ont plutôt bien marché. Et je me dis, ouais, c'est trop bien cette appli. Genre, je kiffais. J'étais dans mon salon, je faisais des petits trucs en tenue de policier. Et c'était marrant, c'était bon enfant. Quoi qu'on puisse dire, je le referai pas maintenant parce que c'est plus le contenu que je veux véhiculer. J'ai compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Mais à la base, ça restait quand même du divertissement naïf. Et plus le temps passe et moins je me vois y retourner. J'ai une boule au ventre incroyable. La suite, vous la connaissez, j'ai le retour du casting des Princes. Et là vient le moment de la diffusion. Et au moment de la diffusion, ça pète de partout. Et sachez qu'après que tout ça est pété, et c'est ça que je trouve dommage, c'est quand je vous parle de la partie haute de l'iceberg, c'est qu'on retiendra toujours le mauvais mais jamais le bon. Dans toutes les ITV que j'ai faites, dans tout ce que j'ai pu dire, j'ai jamais arrêté de souligner que je suis tombé sur de très bons collègues, que ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Regardez là, ça fait je sais pas combien de temps que je vous parle là sur cette vidéo, et il y a des points négatifs comme il y a des points positifs. Je suis quand même quelqu'un d'équilibré et de jaugé dans ce que je dis, dans mes termes. Et après, je peux comprendre aussi, je les comprends. Parce que quand tu rentres dans la police, tu as un devoir de réserve. Et ce devoir de réserve, je ne l'ai pas respecté. Et j'arrive à le respecter nulle part parce que je ne sais pas faire semblant. Je ne sais pas faire semblant. Normalement, tu as un devoir de réserve, tu ne dois pas t'exprimer, tu dois être discret, tu ne dois pas exprimer tes convictions politiques. Donc, avec du recul, c'est le jeu. J'ai joué. Je ne sais pas si j'ai perdu ou gagné, mais j'ai joué et j'en ai subi les conséquences. Donc pas de regret, pas de rancune, mais un petit peu d'amertume, je vous avoue, parce que c'est quand même un métier où je me sentais super bien. C'est un métier à la base où je me sentais super bien. Vous savez, quand vous trouvez un métier où vous dites ça correspond en tout point, je suis fait pour ça. J'étais arrivé au point où je me disais, mais en fait, je pourrais rien faire d'autre de ma vie, il n'y a rien d'autre que je saurais faire de ma vie. C'est pas vrai, hein. C'est comme quand vous avez une histoire d'amour toxique avec une personne et que quand ça se finit, vous êtes en dépendance affective, vous dites, mais je trouverai personne, plus jamais je vais pouvoir rebondir, je vais même pas pouvoir respirer sans cette personne. Bien sûr que si, mais j'avais un petit peu cette sensation pendant un moment parce que je me disais, mais j'étais trop bien dans ce taf, j'étais fait pour ça, j'avais toutes les aptitudes pour ça. Même aujourd'hui, hein, des formations professionnelles, j'ai des réflexes, j'ai gardé des réflexes, je regarde toujours derrière moi, je suis toujours... Enfin bref, quand je rentre dans une salle, je l'analyse, j'ai toujours ces petits trucs quand je roule, quand je vois une voiture, j'ai l'impression qu'elle me suit, je fais 2 fois le rond-point, je fais des étoiles. Tu deviens parano, tu deviens un peu matrixé. Mais c'est pas grave. Et je vais rebondir justement sur une autre question.
c'est un abonné qui m'a demandé quelques conseils. Alors, si j'ai des conseils à te donner, mon ami, rentre pour les bonnes causes. Assure-toi que tu rentres pour les bonnes raisons. Et surtout, fais-le avec ton cœur et ta tête. Le fais pas pour les gens, fais-le pour les bonnes raisons. Fais-le avec ton cœur et ta tête. Fais-le parce que tu as des convictions. Et surtout, surtout, ne change pas. Ne change pas et garde toujours un pied à l'extérieur. Parce que quand ça ira pas dans ta tête, quand ça ira pas au boulot, c'est tes proches là que tu connais depuis avant le boulot, c'est eux qui vont t'aider. C'est eux qui vont t'apporter une nouvelle vision. C'est pas tes collègues. Parce que tes collègues, ils vont t'aider, mais tes collègues, ils vont t'apporter 50% du puzzle. Les autres 50%, tu les trouveras pas dans ton cadre professionnel. Donc garde un lien avec ta famille, garde un lien avec tes amis d'enfance, avec tes groupes externes, mais surtout, mets pas tous les œufs dans le même panier. Parce que ça, c'est dévastateur. Je me suis éternisé de ouf dans cette vidéo. C'était une vidéo super sérieuse parce que j'étais pris dans mes émotions, j'étais investi de ouf. Mais du coup, je vous ai toujours pas donné la direction qu'on va prendre cette chaîne YouTube. On va faire du contenu voyage. On a notre vlog en Jordanie là, que je suis en train de monter d'ailleurs. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous sortir d'autres vidéos très très prochainement. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, d'autres idées, n'hésitez pas en commentaire. Je suis grave preneur. Donc dites-moi si vous avez des suggestions, des défis, des challenges, des voyages à faire, des sujets que vous voulez qu'on aborde avec Maj, des sujets de couple. Dites-moi. Comme ça me permettra de voir ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Et en fonction de ça, moi, je vais orienter aussi mon contenu, en plus de ce que j'ai en tête. J'espère que cette vidéo vous aura servi ou du moins vous aura plu. Je vous fais des bisous, on se voit très bientôt.